Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette édition de la Fête de la Science, la première édition dématérialisée pour INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Je suis Florent Masseglia, chercheur INRIA. Je suis très heureux de ce rendez-vous aujourd'hui avec vous et d'accueillir Christophe Godin, également chercheur INRIA. Bonjour Christophe. Bonjour Florent. Alors, c'est avec plaisir qu'on vous souhaite la bienvenue dans cette édition dématérialisée de la Fête de la Science que propose INRIA. Pour nous, la Fête de la Science, c'est un rendez-vous majeur parce que c'est important de partager nos sciences et surtout parce que ça fait partie du dialogue entre la science et la société. Et ce dialogue, dans ce contexte particulier, cette année, on doit l'adapter. Alors, pour vous proposer de garder ce lien, de célébrer cette Fête de la Science, on s'est vraiment mobilisé dans tous les métiers, dans les services, avec les chercheuses et les chercheurs, bien sûr. On a préparé ce programme, ce dispositif, pour garder ce lien précieux avec vous, avec le public, avec la société. Et d'ailleurs, en ce moment, celui qui permet cette diffusion, c'est Fabrice Roulier. Fabrice, il est chercheur INRIA également, c'est un algébriste, et en ce moment, il est aux manettes de la diffusion pendant que je vous parle. Alors, quand je vous dis qu'on a vraiment envie de partager nos sciences avec vous, là, vous voyez à quel point. Alors, j'en profite pour remercier très fort toute l'équipe qui a travaillé très dur et toujours avec enthousiasme, un enthousiasme débordant pour cet événement. Bon, je ne vous cache pas que sur les 9 jours qui viennent, il pourrait y avoir des couacs, des bugs, vous m'entendez toujours. Oui, c'est normal, c'est vivant, c'est interactif, c'est la fête de la science et on fait vraiment de notre mieux pour venir vers vous et partager ces sciences. Et j'insiste sur un mot qui est le mot de dialogue. Là, en ce moment, je ne suis pas juste une diffusion dans ce cadre. Vous avez un chat qui est à côté ou en dessous, enfin vous voyez. Hein. Utilisez-le, ce chat, s'il vous plaît. Il est là pour qu'on dialogue avec vous, pour vos questions, vos remarques, vos réponses aussi, vos avis, tout ce que vous voulez. On va le lire et on va en tenir compte. D'ailleurs, Christophe, je crois que l'atelier décryptage qui va suivre, tu as voulu qu'il soit très interactif. Tu vas poser des questions, tu vas interpeller le public, tu vas demander des avis, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, absolument. Donc Christophe, tu es notre ambassadeur cette année pour la Fête de la Science. Ça signifie quoi pour toi? Écoute, j'aime beaucoup ce terme. En fait, je trouve qu'il correspond très très bien à la fête de la science. Et un ambassadeur, c'est d'abord pour moi un représentant. Alors, un représentant de quoi? Un représentant de son pays, de sa culture au sein d'un pays d'accueil. Et en général, il doit communiquer, expliquer la beauté de son pays, les valeurs de son pays, tout ça dans une langue qui souvent est étrangère et avec une culture dans le pays d'accueil qui est complètement différente. Et en fait, pour la fête de la science, si par exemple je suis ambassadeur, quel est mon pays? Mon pays, c'est les sciences du numérique. Le pays d'accueil, c'est la société, c'est le grand public. Et quelle est la langue qu'il faut que je me mette à parler? C'est la langue du commun des mortels qui ne sont pas forcément des spécialistes des sciences du numérique. Et donc, à ce titre, je pense qu'être un ambassadeur, c'est décrypter la culture des sciences du numérique et la rendre accessible à tout un chacun dans le grand public. Mais un ambassadeur, c'est aussi un facilitateur. Il facilite quoi? Il facilite les échanges interculturels entre les différents pays. Et là encore, si on prend cette analogie, qu'on regarde ce qui se passe dans la fête de la science, l'ambassadeur, il accueille les curieux de la science, il les accueille pour mettre les mains à la pâte. Et c'est exactement ça qu'on veut faire pendant toute cette semaine, c'est essayer de vous faire toucher au plus près les concepts, les outils qu'on manipule tous les jours dans ces sciences du numérique qui nous aident à décoder différents aspects de la société. Voilà, donc en conclusion, si vous voulez, oui, je suis très fier d'être ambassadeur INRIA, mais je suis fier d'être ambassadeur au même titre que mes collègues qui vont vous présenter leur métier tout au long de cette semaine et qui vont vous donner des clés et qui, comme moi, j'imagine, vont être des ambassadeurs enthousiastes. C'est joliment dit, merci Christophe. Et je crois que tu as aussi un superbe programme à nous annoncer pour les jours qui viennent. Oui, tout à fait. Alors, l'édition de la Fête de la Science 2020, elle va s'interroger sur la relation entre les humains et la nature au travers des sciences du numérique. Alors, toute la semaine, nous aurons des rencontres en direct avec des scientifiques destinés aux grands et aux moins grands.
autour de 8 grandes thématiques. Alors, je vais vous les citer brièvement. On aura une thématique autour des océans, une thématique autour du climat, du numérique responsable, parce que le numérique peut aussi polluer, donc comment être responsable en utilisant le numérique, les robots, les plantes, l'agriculture, l'univers même, et la santé, qui sont en fait tous des sujets tout à fait d'actualité. Ces différentes thématiques seront abordées autour de 4 grandes formes. Alors, on aura des séances de décryptage où un chercheur vous guidera au cœur d'une problématique scientifique. On aura des avis de recherche où vous échangerez avec un chercheur sur son sujet de recherche et éventuellement aussi sur son métier. On aura une table ronde où vous assisterez, des tables rondes, excusez-moi, où vous assisterez à un échange autour d'une thématique particulière scientifique et vous pourrez poser vos questions en direct. Donc encore, on revient à l'idée que Florent vous annonçait tout à l'heure qu'il va y avoir tout un côté interactif. On souhaiterait qu'il puisse avoir un côté interactif au déroulement de cette fête de la science. Et puis, un quatrième volet, une quatrième forme, l'émission Science en direct, dans laquelle vous pourrez regarder l'émission de Fred, de l'Esprit sorcier, avec la participation de 12 instituts de recherche, ce qui est quand même formidable d'avoir une telle mobilisation. Voilà, et donc je me joins à tous mes collègues scientifiques, journalistes, services de communication, techniciens qui ont préparé cet événement, comme l'a dit Florent, entièrement dématérialisé, pour vous souhaiter une excellente fête de la science 2020. Génial, merci Christophe. Alors, je regarde rapidement le chat et je vois des bonjours, je vois des bonnes fêtes de la science. Donc, je vous le disais, le dialogue est ouvert. Servons-nous de ce chat. Voilà, bonjour. On se retrouve tout de suite, j'ai hâte, pour l'atelier décryptage où tu vas nous parler de plantes. On prépare la nouvelle scène quelques secondes. On est de retour donc dans quelques secondes, le temps d'un jingle. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Donc, bienvenue à l'événement INRIA Fête la Science. Je suis Florent Masseglia, chercheur INRIA. Je vais animer le décryptage d'aujourd'hui avec Christophe Godin. Et donc, avant de commencer, un petit mot sur l'événement. Donc, INRIA, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Cette année, on vous donne rendez-vous jusqu'au 11 octobre pour une fête de la science 100% dématérialisée. Donc, c'est l'occasion de découvrir des projets de recherche en sciences du numérique, leurs applications, leur impact, leur lien avec la nature. Et surtout, c'est l'occasion de rencontres en direct avec nos scientifiques. Il y en a pour tous les âges, vous le verrez. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site w3.nria.fr. Et donc, je suis ravi de retrouver aujourd'hui Christophe Godin. Christophe qui est chercheur chez INRIA et qui va nous parler aujourd'hui de fleurs. Donc, bonjour Christophe, comment ça va? Bonjour Florent, ça va très bien. Ok, aujourd'hui, on évoque le thème des plantes et plus précisément, tu vas nous parler des fleurs. Je vous rappelle qu'il y a un chat juste à côté à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou donner vos réponses parce que nous, on va vous poser des questions. Enfin, Christophe va vous poser des questions. Christine Léninger, qui est notre modératrice, bonjour Christine, va suivre le chat tout au long du direct et elle va nous remonter vos questions au fur et à mesure, vos réponses d'ailleurs. Et Christophe, je vais te laisser la parole donc, pour nous parler de ton sujet de prédilection, les fleurs. Merci Florent. Alors oui, effectivement, je vais vous parler des fleurs et vous pourriez vous demander en fait quel est le rapport entre les fleurs et les sciences du numérique. En fait, cet exposé-là va chercher à vous expliquer un petit peu qu'est-ce que nous sommes en train de faire et comment les chercheurs du monde entier commencent à utiliser les sciences du numérique pour décrypter comment se construisent et comment fonctionnent ces objets biologiques. Alors vous avez à l'écran une fleur. J'imagine que tout le monde a vu des fleurs, tout le monde voit des fleurs dans la nature, dans les appartements. Donc, ce sont des objets très familiers. Mais par contre, quand on regarde, on va un petit peu dans le détail, puis qu'on commence à essayer de voir alors quels sont les organes, etc., on a une petite connaissance de ça, mais qui n'est pas toujours bien complète. Donc, ce que je vous propose, pour commencer, c'est d'utiliser d'ailleurs un petit modèle numérique pour essayer de nous rappeler, de réviser quels sont les différents organes qui composent une fleur.
Donc, on va passer sur un petit modèle que je vous ai préparé et vous voyez, qui est un petit modèle en 3D. Voilà, on a la fleur avec ses différents organes. Et on va juste, pour commencer, pour se mettre un petit peu en route, pour se chauffer, on va récapituler quels sont les noms des différents organes d'une fleur. Alors, si par exemple, je vous demande quels sont les organes blancs, donc je les enlève et je les remets là. Je pense que tout le monde, en général, sans exception, va savoir répondre à cette question. Évidemment, ce sont les pétales. OK, donc les pétales, c'est bon, je pense que tout le monde y est. Si maintenant, on regarde les organes qui sont verts là, autour, donc je vais vous les faire clignoter, voilà, ceux-là là. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent? Alors peut-être que, juste pour ceux qui savent, et en particulier je m'adresse aux plus jeunes, est-ce que vous avez une idée de comment s'appellent ces organes? Et vous pouvez utiliser le chat. Alors, Christine et Florent, qui voient le chat, qui surveillent le chat, peuvent me dire si vous avez des réponses, si ces réponses sont correctes, pas correctes, farfelues ou pas. Donc, Christine et Florent, est-ce que c'est la première fois qu'on utilise donc, le chat pendant cette séquence? Donc, juste pour savoir si ça marche, est-ce qu'il y a des choses qui remontent ou pas? Alors Christophe, pour l'instant, non. Moi, j'imagine que y a je ne sais pas si c'est une forme de timidité ou autre, mais n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour faire remonter vos propositions. Peut-être, Christophe, tu peux faire reclignoter cet organe sur Ouais, je lequel tu reclignote demandes. l'organe. D'après vous, c'est Alors, quoi? c'est peut-être que la question est super difficile. Ouais, la question semble difficile. Ah, nous sommes de grands timides. On nous répond, nous sommes de grands timides. Alors, Ok, alors, je vais donner les premières réponses. Comme ça. D'ailleurs, Florent et Christine, si vous le savez, n'hésitez pas. Hein. Par élimination, déjà, je dirais que c'est pas la tige. C'est pas la tige. Mais la tige, il faut l'éliminer tout de suite, d'ailleurs. Voilà, paf, allez, on n'a plus la tige. Ok. C'était facile, la tige, les feuilles, ça, en général, les gens savent. Alors, ces organes-là, qui sont à l'extérieur des pétales, ils s'appellent des sépales. Donc, c'est presque la même chose en termes de nom, mais c'est un petit peu différent et leur fonction aussi dans la fleur est différente. Alors, on va enlever les sépales, sont plutôt des organes qui protègent. Les pétales sont plutôt des organes qui attirent les insectes et qui vont permettre la pollinisation de la fleur. Donc, je vais retirer les sépales et il me reste ces organes. Et vous pouvez voir en 3 dimensions. Voilà. Alors, comment s'appellent les organes qui sont jaunes ici, que je vous fais clignoter? Est-ce que vous avez une idée? Les gens qui sont connectés, n'hésitez pas à y aller. Peut-être c'est trivial pour vous, mais à la limite, c'est pas grave. Dites si vous le savez. Et s'il n'y a pas, je vais vous donner le nom. On m'a dit étamine, on me propose étamine ou pistil. Ah, et à nouveau étamine. Ah ben voilà. Alors, les organes qui clignotent là en ce moment, en jaune, ce sont les étamines et non pas le pistil. Alors évidemment, le pistil, le voilà. Alors, quelle est la différence entre les étamines et le pistil? Donc, je remets les étamines. Il y en a un qui est l'organe mâle et l'autre qui est l'organe femelle. Alors, je vous pose la question, quel est l'organe mâle? Donc, Alors, précise ta question, Christophe, s'il te plaît. Et puis, pendant ce temps, j'encourage tout le monde à réfléchir à la réponse et ne pas hésiter à utiliser le chat. La différence entre quoi et quoi? Vas-y. Alors, donc on récapitule. Donc, il y a un certain nombre d'organes dans la fleur. Visiblement, il y en a 4 grands types: les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Il y en a deux types, les sépales et les pétales, qui sont plutôt des organes qui ont des fonctions de protection et d'attraction. Ce n'est pas des organes directement sexuels de la fleur. Mais la fleur, c'est la partie sexuelle de la plante. Donc, il y a des organes sexuels. Et donc, dans ces organes-là, il y a des organes qui sont femelles et des organes qui sont mâles. Donc, il nous reste en fait les deux
types d'organes sexuels qu'on a dans la plante, ceux que vous voyez affichés et que je vais faire tourner là devant vous, en fait, parmi ces deux types d'organes, il y en a un qui est un organe mâle et l'autre qui est un organe femelle. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de quel est l'organe mâle? Donc, en gros, c'est étamine ou pistil. Ça fait 50% de chance de répondre. Voilà. Alors, on a une réponse qui nous dit que le pistil est mâle et les étamines sont femelles. Voilà, bah, c'était le 50% qui n'était pas bon. Du coup, ça nous a répondu que les étamines étaient mâles. C'est ça, les étamines sont mâles, c'est là-dessus que vont être fabriqués les grains de pollen, et ensuite les grains de pollen vont être transportés par le vent, par les insectes, et vont être déposés sur le pistil, qui va être fécondé, et à l'intérieur, les ovules qui vont être fécondés, qui vont ensuite donner les fruits. Voilà, donc on a révisé un petit peu cette botanique et biologie de la fleur dans ces grandes lignes, et on va revenir à l'exposé principal maintenant que vous avez bien en tête quels sont les différents organes de la fleur. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment, aujourd'hui, en biologie, c'est comment la fleur, comment la plante est capable de savoir au moment où elle fabrique une fleur, à quel endroit positionner ces différents organes et comment décider si un organe doit être mis à cette position, et puis quel type d'organe. Donc cette question-là est une question extrêmement ancienne et en fait, si on veut l'aborder, il faut aller voir à l'extrémité des tiges, c'est-à-dire à l'endroit, vous voyez une petite plante là qui s'appelle Arabidopsis, qui est une mauvaise herbe. Et donc, comme toutes les plantes, elle pousse par l'extrémité de la tige. Donc, vous voyez une tige là, et à l'extrémité, vous voyez qu'il y a des organes, il y a quelque chose qui se passe, il y a des organes qui sont créés. Et si vous allez voir de plus près, en fait, vous vous apercevez que l'extrémité de la tige, en fait, est remplie d'organes. Il y a une multitude d'organes qui sont produits par l'extrémité de cette tige. Et si vous voulez voir cette extrémité, l'endroit où ça se produit, vous pouvez encore zoomer sur cette partie-là, aller voir de plus près, et même parfois il faut utiliser des microscopes, et voilà ce que vous voyez. En fait, vous voyez des dômes de cellules, donc là on est très très proche de l'échelle de la cellule, tout à fait au sommet de la tige, et ce gros dôme là, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, Christophe, absolument, on le voit. Ouais, ce gros dôme-là, en fait, produit latéralement des petits organes. Et en l'occurrence, là, je vous ai choisi un dôme qui produit des organes qui sont des fleurs. Ça pourrait être des feuilles, par exemple, mais là, ce sont des fleurs. Et ce que vous voyez là, à droite, là, et puis à gauche, ici, j'ai essayé de grossir là, ici, ce sont en fait des toutes petites fleurs en train de naître. Vous voyez la partie, vous voyez la partie centrale ici, et puis sur le côté, vous voyez les jeunes sépales qui sont en train d'émerger et qui vont précéder tous les organes qui vont être construits par la fleur. Et la question qu'on se pose, mais comment c'est possible que la plante sache aussi bien décider à quels endroits faire émerger les organes dans la plante? En fait, les tissus qui produisent les organes, ça s'appelle des méristèmes. Et ces méristèmes, vous pouvez imaginer dans votre tête, donc c'est des petites boules, si vous voulez, les méristèmes. Et ces méristèmes, ce sont des usines à produire ces différents organes. Donc la question qu'on se pose, c'est ça, c'est comment la plante est capable, au travers de sa croissance, au travers des processus qui construisent les organes, elle est capable de créer ces fleurs et ensuite, au fur et à mesure de développement, spécifier les différents organes qui vont constituer la fleur. D'accord. Christophe, ça c'est donc la question sur laquelle tu travailles et dont tu nous parles maintenant. Et comme il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, je suppose que ce que tu nous as montré tout à l'heure quand on a déshabillé la plante, c'est ce qui fait le lien avec cette fabrication des organes, c'est ça? Exactement. Exactement. Et en fait, cette question-là, c'est une question qui est dans la tête des scientifiques et puis des gens qui s'interrogent sur la nature depuis extrêmement longtemps. Et on peut peut-être remonter jusqu'à Goethe, qui avait fait une remarque essentielle liée à cette question
En fait, il se promenait, Goethe, donc Goethe, c'était qui? C'était un écrivain, c'était un poète, c'était un homme d'État, mais c'était aussi un scientifique avisé. Et en fait, il voyageait beaucoup et il visitait en particulier les jardins botaniques. Et en visitant les jardins botaniques, en fait, il observait les fleurs et il avait remarqué que de temps en temps, il y avait des monstruosités qui apparaissaient, c'est-à-dire des fleurs qui, au lieu de produire des organes, par exemple des étamines, à l'endroit où elles auraient dû produire des étamines, ben, elles produisaient des pétales ou des sépales à l'endroit où il y avait des carpelles, etc. Et donc, il s'est dit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les pétales, les sépales, les étamines, etc., ça a l'air d'être des organes complètement différents, ils ont une géométrie très très différente, mais en réalité, est-ce que ce ne serait pas finalement le résultat d'une transformation d'un unique organe sous-jacent, d'un seul organe qui prendrait des formes apparemment différentes en surface? Et il a fallu, donc ça c'était il y a 200 ans, hein, 230 ans même, il a fallu attendre 200 ans avec des équipes de chercheurs anglais et américains pour arriver à décrypter ce qui se passait à un niveau plus cellulaire et génétique. En fait, aujourd'hui, on commence à mieux comprendre pourquoi Goethe avait eu une intuition géniale en pensant à ça et quels sont les mécanismes qui sont derrière ça. Alors, je voudrais vous faire partager brièvement ces 10 ans de recherche qui ont été faits dans les années 90 en 10 minutes. Et vous allez voir qu'en fait, tout ça nous conduit à mieux comprendre pourquoi on a besoin aujourd'hui des sciences du numérique. Alors, un méristème, donc une boule là qui fabrique les organes de la fleur, en fait, il est le siège de l'activité d'une grande activité moléculaire, génétique. Et il y a des gènes qui sont actifs dans les différentes cellules de ce tissu. Et en fait, il y en a un peu partout. Et ces gènes, ils communiquent entre eux. Ils s'envoient des signaux, ils produisent des molécules, des protéines. Et tout ça, ça fait un réseau qui s'auto-organise et qui, de proche en proche, va dire au tissu qu'est-ce qu'il faut construire et quel type d'organe il faut construire. Et en fait, les chercheurs, il y a 20 ans, il y a 20-30 ans, se sont aperçus qu'il y a 3 gènes essentiels qui pilotaient le développement des plantes, qu'ils ont appelé gène A, gène B et gène C. Parmi tous les gènes possibles, chez Arabidopsis, il y en a 25 000. Donc, il y a 3 gènes, très peu, hein, qui ont l'air de gouverner de façon essentielle la production des organes d'une plante. Alors, la question qui se sont posées, mais comment c'est possible que ces 3 gènes gouvernent l'apparition de 4 types d'organes? Alors, pour essayer de suivre leur raisonnement, je vous propose qu'on regarde ensemble un petit modèle. Donc, je vais sortir. Voilà. Donc, on revient à ton modèle pour que tu nous expliques ça, Christophe, le temps de ta manipulation. Et il nous reste environ une dizaine de minutes. Ouais. Donc, sur ces 10 minutes-là, je pense que tu vas justement nous expliquer le lien avec les aspects génétiques et les organes, évidemment. On aura aussi une question de Pierre qu'on va peut-être garder pour la fin parce qu'elle est assez générique. On va voir et je te repasse la parole pour la suite. Donc, Christophe. Voilà, merci. J'ai fait une petite fausse manip. Donc, on revient sur l'exposé et on va utiliser un modèle informatique pour essayer de regarder comment les chercheurs, il y a une trentaine d'années, ont raisonné pour essayer de comprendre quelle était l'action de ces gènes sur le développement de la fleur. Alors, ce qu'ils étaient capables de faire, c'est de muter un gène, c'est-à-dire soit de lui interdire de produire des molécules, de lui interdire de parler, soit au contraire de lui demander de lui imposer de parler. Donc, par exemple, dans la plante normale, on a 3 gènes A, B, C, et les 3 gènes parlent. Si je dis à un gène de ne pas parler, donc par exemple, je vais enlever le gène A, voilà, donc j'ai fait une mutation. Alors, pour moi, avec le petit modèle, ça me prend 1 seconde de faire la mutation. En réalité, pour faire une mutation en biologie, c'est des mois, voire dans certains cas, des années de travail. Donc, on fait une mutation, et vous voyez que quand je mute le gène A, en fait, je change la nature des organes que produit la fleur. Et donc là, j'ai des carpelles et des étamines. Alors déjà, ça peut nous dire, l'idée c'est que ça nous donne une information sur ce que produit le gène A. Alors essayons de muter un autre gène. Donc je remets le gène A,
et maintenant je mute le gène B. Et bien vous voyez en fait que maintenant, j'ai plus que des sépales, des pétales, et à l'intérieur même, là, je vois qu'il y a un petit sépale qui est venu s'incruster. OK? Je remets le gène C, et maintenant je mute le gène B. Et vous voyez que la mutation du gène B me donne des types d'organes qui, encore une fois, sont différents. Et on a l'impression que les 3 gènes ont des actions différentes sur le type de production de la plante. Alors j'ai une question à vous poser. Là, j'ai muté les 3 gènes, et vous avez vu qu'il y a 3 actions différentes. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour aller plus loin dans l'étude de cette fleur? Vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre les gènes. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Voilà, n'hésitez pas à donner vos réactions dans le chat. Christophe va cliquer pour vous. Oui, c'est ça. Je vais cliquer pour vous. Il y a une question de Pierre, peut-être? Christine, est-ce qu'on prend cette question de Pierre le temps qu'on ait des réactions sur le... Oui, alors on avait 2 questions qui sont un petit peu en marge de ton exposé. Est-ce que le nombre d'étamines est unique pour une espèce donnée? Et aussi, les tailles de génome des fleurs, est-ce qu'elles sont variables selon les espèces ou est-ce que c'est assez similaire? Alors, je vais répondre rapidement. Donc, le nombre d'organes est en général relativement stable dans une couronne de fleurs, mais ça peut varier. Par exemple, chez les roses, le nombre de pétales peut varier, le nombre d'étamines peut varier. En fait, ça dépend beaucoup de la taille elle-même de la fleur et d'un certain nombre de paramètres physiologiques qui contrôlent le développement de la fleur. Donc, la réponse est c'est relativement stable, mais pas complètement, et on observe des variations des différents types d'organes en nombre. La deuxième question, c'était Sur la taille des génomes des fleurs. donc la taille des génomes. Alors, ce n'est pas les génomes des fleurs, hein, ce sont les génomes des plantes, parce qu'en fait, le génome va être le même pour un individu particulier, une plante particulière, va être le même a priori dans tout l'individu, dans toutes les cellules de l'individu. Et en fait, il se trouve que dans la fleur, c'est ce même génome qui a une activité particulière parce qu'il est dans la cellule qui est à l'endroit où la plante fait des fleurs. Voilà. Et donc, les génomes des plantes, oui, ça peut varier. Alors, je n'ai pas les échelles, mais ça peut varier très, très largement. 25 000 étant un petit génome, il y a des plus petits génomes, mais il y a aussi des beaucoup plus gros génomes de plantes. Alors, pendant ce temps, on a eu quelques réponses. Une réponse, c'est d'essayer toutes les combinaisons. Bon, c'est un peu vague. Et l'autre, enlever 2 gènes. Alors, en fait, les 2 réponses sont très bonnes. Essayer toutes les combinaisons, oui, oui, tout à fait. Alors, bien que ce soit vague, en fait, la deuxième réponse précise un petit peu plus. Effectivement, on a enlevé un gène à la fois. Maintenant, on peut enlever 2 gènes. Et si j'enlève 2 gènes, notez que je vais laisser un seul gène actif. Donc, essayons de faire ça. J'enlève le gène A et j'enlève le gène B. Et qu'est-ce que vous voyez là? Ah, ça c'est intéressant. Vous voyez que quand seul le gène C est actif, en fait, je n'ai que des carpels partout. Ce qui a l'air de suggérer que le gène C a quelque chose à voir avec l'identité de carpel. Ah, mais très bien. Donc, essayons de voir si je peux faire la même chose avec d'autres gènes. Donc, si je n'allume que le gène A, donc en éliminant le gène A, en éliminant le gène B et le gène C. Ah, qu'est-ce que je vois? Il n'y a que des sépales. Donc, le gène A a l'air d'être très lié aux sépales. Et vous remarquerez que les sépales dans la fleur normale, ils sont plutôt à l'extérieur, et alors que les carpels sont plutôt à l'intérieur. Donc, on a l'impression que quand les sépales ne sont pas là, les carpels envahissent tout. Et quand le carpel n'est pas là, c'est les sépales qui envahissent tout. Je vous remonte. Le carpel n'est pas là, je mets les sépales et paf, il y a tout qui est envahi. Je mets le gène A, pas les sépales, mais je mets le gène A et tout qui est envahi. Donc j'ai deux gènes qui ont l'air d'être un pour les sépales et l'autre pour les carpels. Si je les mets les deux ensemble maintenant, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Là aussi, n'hésitez pas.
donner vos propositions dans le chat. Christophe, peut-être que le temps que les propositions se fassent dans le chat, tu peux redire ta question pour le public. Donc, je répète, j'ai un gène qui a l'air de donner une identité de sépale aux organes. C'est le gène A. J'enlève le gène A, j'ai un autre gène, qui est le gène C, qui a l'air de donner une identité de carpelle. Okay, le gène C et le gène A, manifestement, quand ils sont actifs tout seuls, envahissent tout le réceptacle. Le réceptacle, c'est la petite partie que vous voyez en bas, là, voilà. C'est ça le réceptacle. Okay, donc, je mets le gène C, tout est envahi par des carpelles. Je mets le gène A, tout est envahi par des sépales. Okay, question, qu'est-ce qui va se passer quand je mets le gène A et C à la fois sans le gène B? Alors, on a des réactions sur le chat. Alors, il manquera un élément. Oui, il manquera un élément. Il manquera le gène B. Mais quel élément? Ah, il manquera un élément. Parmi les quatre types d'organes. Ben, il en manquera un. Alors, il en manquera un. La réponse n'est pas complètement exacte, mais elle est intéressante. Elle va dans le bon sens. Christophe, ouais. On va prendre 2 ou 3 minutes maintenant pour conclure. Si tu veux bien enchaîner à partir de là, s'il te plaît. Je vais enchaîner. On arrête le côté un peu interactif. Très bien. Je pense que l'idée était là. Merci à ceux qui ont répondu. Maintenant, si je mets les deux, regardez. En fait, les sépales ont une tendance à se mettre sur la périphérie et les carpelles à occuper le centre du terrain. Maintenant, si je mets le gène B, donc, en fait, ils ont l'air de se partager un terrain. Les carpelles, depuis l'intérieur, veulent imposer des carpelles, et les sépales, depuis l'extérieur, veulent imposer des sépales. Et finalement, ils font une petite guerre, et dans cette guerre, ils font un compromis qui est de l'intérieur, c'est pour les carpelles, et l'extérieur, c'est pour les sépales. Et maintenant, si j'ajoute le gène B, vous allez regarder que le gène B, en fait, il transforme les parties intérieures. Donc, les couronnes extérieures de sépales, elles ne sont pas touchées. Les couronnes intérieures, la partie intérieure, le carpelle intérieur n'est pas touché. Par contre, les deux couronnes intérieures, la couronne de carpelle ici, la couronne de sépale là, sont transformées, deviennent des pétales et des étamines. Donc en fait, ce qui se passe, je vais vous le récapituler là, c'est que dans la fleur, il y a 4 couronnes d'organes qui sont représentées par les 4 couleurs qui sont juste en dessous, qui formalisent l'identité des organes dans les différentes régions. Si je mets qu'un seul gène, comme le gène A, en fait, le gène A envahit tout le réceptacle. Il envahit tout. Et du coup, il n'y a que des carpelles. Si maintenant je mets le gène le gène C, le gène C envahit tout le réceptacle. Et il n'y a que des carpelles. Maintenant, si je mets le gène A et le gène B, comme ils se font un peu la guerre pour le terrain, pour le territoire, en fait, le gène C qui a une tendance à être plutôt au centre et le gène A qui a une tendance plutôt à l'extérieur, ils gardent leur territoire et ils empêchent l'autre de venir sur leur territoire. Et le gène B, il est comment le gène B? Regardez, il est à cheval entre les deux. Et quand je l'allume, avec le gène A et le gène C, il vient décliner la partie de compromis, la zone un peu de Yalta entre les différents organes, et du coup, il crée 2 nouveaux organes différents. Donc au total, 4 régions, 4 types d'organes pour 3 gènes. Alors, on va revenir à l'exposé. J'en ai à peu près pour 5 minutes maintenant. Est-ce que ça ira? Alors, oui, sur 5 minutes, ça ira. Avec juste, finalement, on a encore une question qui arrive sur le live et sur le chat et qui est intéressante. Tout à fait. On nous demande si on pourrait mettre 2 gènes A qui donneraient des sépales différents. Alors, je pense qu'il faudrait un biologiste spécialiste de la mutation génétique pour répondre correctement à cette question. Ce qui est sûr, c'est que on peut… Alors, dans la même plante, ça risque d'être difficile de faire des types d'organes différents comme ça de façon synthétique. Par contre, ce qu'on peut, c'est renforcer l'action du gène A. C'est-à-dire, par exemple, déplacer la frontière que va être capable d'imposer le gène A au gène C
juste en renforçant son expression génétique. Ça, on sait que ça marche. Il y a des gens dans mon laboratoire, en particulier, des biologistes, qui travaillent exactement sur ces questions-là, sur des plantes comme la rose, par exemple. Alors, je reviens donc sur le fil de l'exposé. Voilà, super, merci Christophe. Et puis on prend les 4 minutes pour terminer, si tu veux bien. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tout ça, c'est pour généraliser un petit peu maintenant. On a vu que 3 gènes, c'était déjà assez compliqué, les interactions, finalement. Il y a 3 gènes, mais ce qu'ils sont capables de faire, c'est assez… voilà, il faut réfléchir. C'est subtil. Pas très compliqué, mais quand même un peu subtil. En fait, vous imaginez que dans la plante, il y a jusqu'à, par exemple, cette petite plante Arabidopsis, il y a jusqu'à 25 000 gènes. Alors, ils ne sont pas tous mobilisés pour la croissance de la fleur, mais enfin, dans la fleur, dans sa croissance, il y a un certain nombre de gènes qui sont actifs, pas uniquement que 3. Et un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de comprendre les réseaux d'interaction de tous ces gènes quand ils parlent ensemble. Et quand il y en a 3, on arrive à peu près à la main à s'en sortir. Quand il y en a plus de 4 ou 5, on ne sait plus dire. Même 4 ou 5, on sait déjà dire beaucoup moins de choses. Et du coup, un réseau de gènes, voilà, ça ressemble un peu à ça. Là, il n'y a qu'une 50aine de gènes. Et les 3 gènes dont je vous parle, c'est 3 points particuliers dans ce système de réseau. Alors, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est on commence à savoir comment construire des plantes virtuelles qui sont capables d'exploiter ces réseaux génétiques pour produire des structures. Vous voyez, on reproduit en 3 dimensions des structures de… On t'entend, Fabrice. On est capable aussi… Nous, on entend Fabrice, mais le public, non. Tu peux y aller, Christophe. D'accord. On est capable aussi de muter. Donc, dans la simulation précédente, j'avais un réseau génétique. Là-dedans, j'enlève un gène et je fais croître la plante. Et vous voyez, on est capable de regarder l'impact que va avoir le fait d'enlever un gène dans le modèle, grâce au modèle de la croissance de cette plante. On peut le faire aussi sur des plantes qui sont des plantes de culture, par exemple comme la tomate. Et vous voyez là un petit film de tomate qu'on a fait dans le cadre d'un projet collaboratif qui s'appelle le projet ROMI, un projet européen avec plusieurs partenaires d'instituts européens, et dans lequel on modélise le développement d'un plant de tomate. Et voilà, je voulais m'arrêter là-dessus en vous disant que aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre de plus en plus des réseaux complexes pour lesquels on a besoin de mathématiques, on a besoin d'outils informatiques pour mieux percevoir comment tous ces éléments qui interagissent entre eux peuvent faire émerger des formes qui sont finalement relativement complexes et pour lesquelles on a vraiment besoin des outils des sciences du numérique. Voilà, je vous remercie. C'est vraiment très clair. Merci beaucoup, Christophe, pour cette intervention, cet atelier de décryptage, ces interactions qu'on a pu avoir avec le public. C'est vraiment ce qu'on voulait. Écoute, merci aussi d'avoir assuré cette première session d'ouverture, en plus d'être notre ambassadeur. Merci, Christophe. Et donc, voilà, c'est la fin de cet atelier. On vous donne rendez-vous à 14 h pour une table ronde sur le thème des scientifiques face aux enjeux environnementaux. Merci et à tout à l'heure. À bientôt, au revoir. Et les internautes